donc ça a créé une ambiance absolument formidable, mais comme dans cette période dite de transition, les franquistes, qui étaient toujours au pouvoir, même si Franco était mort, les franquistes étaient au pouvoir, ils ont manigancé plusieurs provocations visant la CNT, qui, avec la médiatisation, etc., a donné un coup d'arrêt à cette renaissance de la CNT. Et puis, quelques années plus tard, la CNT a continué d'exister. Il y a eu une scission dans la CNT et il s'est créé une autre organisation qui s'appelle la CGT, comme ici en France, mais qui est une CGT rouge et noire. Hein, c'est-à-dire qu'elle est avec un front libertaire important. Donc il reste dans la culture syndicale deux organisations qui relèvent de cette culture-là. C'est la CNT et la CGT en Espagne, et qui représentent aujourd'hui, je sais pas, on peut dire en tout, environ 50 000 adhérents peut-être, je ne sais pas, la CGT. Ah non, plus que ça. Oui, plutôt 100 000. Hein, les deux. Ah bon, d'accord. La CGT, ils ont 80 000 à peu près. Ouais, bon, voilà. Alors, environ l'ensemble doit représenter à peu près 100 000 adhérents. Donc il reste quand même, il y a encore de bons restes, on peut dire. Et je pense aussi qu'il y a aussi, Pascal, il y a aussi quelque chose qui est important. Tout à l'heure, on a cité la charte d'Amiens, mais il y a aussi, pour la CGT-SR de Pierre Ménard, il y a aussi la charte de Paris, qui dit ceci: rien ne saurait être étranger au syndicat. Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? C'est-à-dire que l'idée libertaire, c'est-à-dire que les amants passionnés de la culture de soi-même, telle que pensée par Pelloutier, c'est quoi? C'est l'organisation confédérée et le fédéralisme. Nous ne sommes pas des centralisateurs, nous sommes foncièrement des fédéralistes, et c'est la chambre syndicale, le conseil syndical, qui est souverain en toutes choses. Qui, je veux dire, et dans le film, c'est marqué en toutes lettres, il y a deux aspects des choses. Quand Émile Pouget écrit son petit essai sur la grève générale, Jean Jaurès lui répond. Parce qu'il y a deux conceptions qui s'affrontent, et on va encore avoir la démonstration en mars-avril 2022. Il y a l'action parlementaire politique, c'est-à-dire la question de la prise de pouvoir étatique, le léviathan étatique, et il y a ce qui est marqué dans le film, l'action directe. L'action directe, on l'entend dans le sens de action directe économique. Ce qui nous préoccupe, c'est l'exploitation économique et de postuler que la gestion directe économique est possible et que les réalisations économiques, on s'inscrit. Alors, il y avait un acronyme, je parle très mal l'anglais, Madame Thatcher, Maggie m'excusera, feu Maggie, voilà. Maggie disait ceci, Margaret Thatcher disait ceci: TINA, c'est un acronyme qui veut dire There is no alternative. Il nous explique qu'il n'y aurait pas d'alternative possible. Bien sûr que si, il y a 36 000 solutions autres qui sont inventées tous les jours. Moi, il se trouve que j'ai milité dans le MOMI, Mouvement d'occupation des maisons inhabitées à Rennes. On a à Rennes, par exemple, une mouvare ouvrière extrêmement fertile qu'on a confiée aux archives départementales. C'est exactement ce que dit Aimable, c'est-à-dire moi, j'ai à la maison, et je le montrais tout à l'heure à Ramon, j'ai les cahiers, j'ai écrit en rond et délié, la chambre syndicale de 1906 des ouvriers de la chaussure de Fougères, où il y a un petit manifestant de 18 ans qui s'appelle précisément Jean Jaurès, et puis il y a un grand leader syndicaliste, anarcho-syndicaliste, qui s'appelle Georges Yvetot. Ils mènent la grève générale alors qu'ils sont confrontés au lockout des patrons de la chaussure. Ils mettent en place des soupes populaires communistes pour nourrir la grève, pour alimenter la grève, de manière dans quelque chose qui s'apparente à une auto-organisation, et ils ont la maîtrise de
de ce qu'ils souhaitent. C'est-à-dire que nous, on postule une chose, c'est-à-dire que c'est une unité d'aspiration. On définit le cahier de revendication, et la culture libertaire, en lieu et place des promesses électorales qui sont du vent, en lieu et place, nous, on s'impose à soi-même, et Emma Blati, c'est les actes qui parlent, c'est pas les paroles. C'est le mandat, c'est la culture du mandat et du mandat impératif. Ça c'est quelque chose d'extrêmement... ça, c'est un contre-modèle par rapport à l'action politique. Par rapport à l'action politique du parlementarisme bourgeois. Voilà. Et très exactement, ce que l'unité d'aspiration, c'est de constituer une force ouvrière dans le cadre d'une intersyndicale. Bon, ben, là, ça tombe bien, on en a une sous la main, c'est avec la CNT, la CGT Sud, le 7 avril, parce que très exactement ce qu'a dit Ramon, c'est très exactement ce qui se produit, parce que l'histoire se rejoue toujours, partout et tout le temps. C'est-à-dire que ces grilles d'égalité de salaire, d'égalité d'existence, la pensée égalitaire nous organise. Les mêmes, c'est-à-dire les possédants, les exploiteurs, les affameurs, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils veulent péter une chose historique dans nos conventions collectives du 15 mars 66, c'est les grilles d'Alexandre Parodi et de Ambroise Croizat. Les grilles d'Alexandre Parodi et d'Ambroise Croizat garantissent l'égalité salariale femmes-hommes et garantissent une progression de salaire dans l'ancienneté. Alors pas au niveau des réalisations faites par les camarades de la CNT. Mes camarades, dans ce film, la CNT a déjà acté les 60 ans. Aujourd'hui, on veut nous faire crever au boulot à 70 ans. Et eux, ils le font en 36. Vous comprenez que la contre-révolution, elle est à l'œuvre depuis cette date et que nous devons regagner le terrain perdu. Repasser à la contre-offensive. Et pour cela, on a une chose très importante. C'est effectivement, il ne faut surtout pas que la jeunesse déserte la chambre syndicale. Le principe fondateur de l'émancipation intégrale, c'est le principe confédéré. C'est le confédéralisme qui permet de se substituer à l'État. Voilà, c'est extrêmement... Alors, il ne faut pas qu'il soit dévoyé. Il faut pas qu'il soit dévoyé par les bons syndicaux. Il ne faut pas qu'il soit dévoyé par les bureaucrates qui bouffent le mandat. Ça, c'est une vraie difficulté. Il y a du boulot à faire. Il y a du ménage à faire. Sur son petit registre des choses, le SDAS FO 35 essaye de prendre sa modeste part. Voilà. Mais on n'a pas que des amis, y compris dans cette propre maison. Voilà, c'est un secret pour personne. Mais je crois que c'est le principe émancipateur du mandat impératif, de l'auto-organisation, la souveraineté de la chambre syndicale et du conseil syndical face au gouvernement, tous les gouvernements, face à tous les États, face à toutes les religions, face à tous les employeurs, est un principe qu'il faut conserver, qu'il faut absolument choyer, parce que c'est un outil émancipateur, foncièrement émancipateur. Et après, c'est aux adhérents et aux adhérents de décider quelles actions ils entendent mener sur tous ces aspects. Nous, il se trouve qu'à nous, on a fait des choses... on est un petit peu casse-bonbon, pour ne pas dire casse-burne, au SDAS FO 35, on a fait un débat sur la vasectomie, par exemple. Parce qu'on a décidé que la question de la liberté d'être et de comportement est extrêmement importante. On a fait un débat sur l'hospitalité des sangliers dans la forêt de Bédiounèche avec Jean-Louis Ndongué et puis nos camarades Odile, Gwenola, Asmat et Hamadi d'Ara Afghanistan. Parce que la solution, elle n'est pas nationaliste. Là, c'est les nationalistes les nationalistes, ils cultivent l'idéologie mortifère. Nos camarades, nos aînés, les révolutionnaires, les syndicalistes révolutionnaires espagnols, ils avaient un slogan, c'était « No pasaran ». Et les nationalistes et franquistes, ils choyaient, ils adulaient la mort. C'était « Viva la muerte ». Nous, on fait la vie, on défend la vie contre la bourse. C'est-à-dire, on défend l'entraide, on défend la redistribution des richesses, on est les amants passionnés de la culture de nous-mêmes, et à ce titre-là, on défend la vie, on défend l'égalité et l'entraide, et pas l'accaparement. Et c'est à ce titre qu'on adresse une adresse assez solennelle. Ne désertons pas
les chambres syndicales, qui peuvent être un outil éminemment émancipateur, pour peu qu'on s'en empare et qu'on en fasse quelque chose, et qu'on ne s'interdise rien, qu'on s'autosédise des sujets que nous souhaitons voir débattus. Parce que demain, nous devons de tout débattre, parce que demain, il faut se disposer à faire la même chose que nos aînés. Il faut se disposer à devoir gérer une société, sans classe ni État. Faire disparaître une société d'exploitation et d'oppression, ça veut dire qu'il faut être en capacité, demain, de pouvoir être en mesure de donner à manger, la conquête du pain, disait Kropotkin, de devoir penser notre affaire par nous-mêmes. Et ça, c'est extrêmement compliqué, alors qu'on croule sous le travail, la charge mentale, la plupart des nôtres sont en burn-out ou en inaptitude, où les meilleurs d'entre nous ont déserté le secteur social et médico-social parce qu'on leur empêche de protéger, et parce qu'on a une idéologie qui est à l'œuvre, c'est l'idéologie du néolibéralisme. Et ce qui reste aussi de l'essence et de l'esprit libertaire, je pense que c'est la révolte, et étonnamment, la révolte, elle est transmissible. Il semblerait qu'elle ait commencé avec Spartacus, et en 2021, elle est toujours là. Voilà, c'est la plénitude d'absence. Elle est dans mon dos, voilà. Et en fait, il y a des millions de personnes qui, partout dans le monde, cherchent les voies de l'auto-organisation. Et quelles que soient les latitudes, quels que soient les hémisphères. Ça, c'est extrêmement important, que ce soit les camarades kurdes, les camarades afghans. Il y a le Rojawa, il y a les Zapatistes, il y a différentes... Et je crois que redire les fondamentaux, c'est-à-dire que la CNT se vivait comme une organisation régionale au sens de l'internationalisme. Nos camarades argentins, c'était pareil. La FORA, René Palacio ne peut pas être là ce soir, il s'excuse, ce camarade argentin. La FORA, c'était Fédération ouvrière régionale anarchiste, parce que régionale du point de vue de l'internationalisme ouvrier, vis-à-vis de la première internationale. Voilà, et il y a tout un travail de réappropriation de nos mémoires, et puis on peut s'inspirer de l'expérience menée par nos aînés, parce que ce sont des expériences éminemment salvatrices et éminemment inspirantes. Juste une petite remarque quand même. Ouais, moi je suis un peu inquiet quand même pour toutes les organisations syndicales, y compris les camarades révolutionnaires, parce que depuis quelque temps, depuis là, avec le Covid, ça ne s'est pas arrangé, mais disons depuis quelques années, on appelle à la grève et on occupe la rue. Or, moi, appeler à la grève, c'est occuper les entreprises. Encore 30 ans, on disait on fait la grève, c'est dans le lieu de travail, sur le lieu de travail. C'est pas dans la rue, ça ne sert à rien dans la rue. La rue, c'est pour les flics, les patrons. Les usines, c'est pour les travailleurs. Or, toutes les organisations syndicales, actuellement, ils appellent à la grève régulièrement, là, tout ça, pour aller se promener dans la rue. Alors, évidemment, maintenant, les flics, ils savent, ils sont très organisés, et on va dans la rue pour se faire taper dessus. Mais on oublie le lieu de travail, c'est-à-dire le lieu où le syndicat, il a sa place, où il doit reconquérir son espace, défendre des revendications, etc. Aucun syndicat, aujourd'hui, ne fait ce boulot-là. Pour un tas de raisons, c'est-à-dire que les forces syndicales, Ramon l'a dit, c'est comme ça, hein, et donc on n'a plus la capacité à mobiliser, même sur un lieu de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les seules mobilisations ont lieu lorsque la boîte elle va être fermée, c'est-à-dire que les syndicats se rendent compte 15 jours avant que le taulier s'est barré avec le pognon, que la boîte va être transférée à l'autre bout du monde, et d'un seul coup, ah, c'est salaud, on va tout faire péter, on va se rénerver, trop tard. Que faisaient les syndicalistes depuis des années qu'ils étaient dans cette putain de boîte qui existe depuis 50 ans, et que d'un seul coup, ils découvrent que le patron il se barre avec la caisse. Le syndicaliste ne sert plus à rien aujourd'hui, c'est ça qui m'inquiète, quoi. Alors, non, mais alors, on peut faire des grandes déclarations, on en fait encore plein comme ça, qu'il faudrait faire ceci, mais moi j'aimerais bien qu'on recommence à parler des fondamentaux, c'est que tous les syndicalistes disent on fait grève, c'est sur le lieu de travail, c'est pas dans la rue. La rue, on fait ça pour travailler le chien. Actuellement, sans arrêt, on appelle à la grève, là. Et tout le monde y va, alors on est là, on ne sait plus pourquoi. D'ailleurs, les organisations syndicales n'apparaissent plus vraiment, c'est un peu tout, là, c'est une espèce de machin. Et donc ça, c'est un problème, Donc moi, j'aimerais bien
on s'interroge si on veut redéfendre le projet anarcho-syndicaliste, syndicaliste révolutionnaire, c'est revenir à l'entreprise. Et première remarque. Deuxième remarque, c'est par rapport au film qui était très intéressant, c'est que la spécificité en Espagne, c'est aussi la mise en avant de la fédération d'industrie, des syndicats d'industrie, parce qu'on ne peut pas faire de l'autogestion que dans une entreprise. Il faut faire tout un secteur. Et un secteur, c'est lié aussi aux autres secteurs. C'est au niveau de l'union locale. Donc ça veut dire qu'en 1936, par exemple, si la CNT a pu appeler à cette mobilisation avec l'UGT, avec les autres, c'est que c'était préparé depuis longtemps. C'est-à-dire que les travailleurs, à l'époque, quand on travaillait, il fallait se syndiquer déjà, mais en même temps, on disait, l'entreprise nous appartient, le jour où le taulier, on le fout dehors, c'est à nous. Et qui fait que quand il y a eu le coup d'État, le putsch militaire, ils ont viré les curés, les tauliers, et on prend, c'est à nous, c'est à nous. Aujourd'hui, on ne dit même plus, on crie comme ça, là, c'est à nous, rien du tout. Les mecs, quand ils vont bosser, ils ne veulent pas prendre l'entreprise, tout le monde veut se tirer. Il y a plein de mecs qui sont de plus en plus intérimaires, non seulement parce que les conditions sont telles qu'ils sont intérimaires, mais il y a plein de mecs qui ne veulent pas prendre leur entreprise. Le boulot est tellement pourri qu'ils veulent se sauver de l'entreprise. Alors donc, évidemment, on n'est plus dans l'état d'esprit de conquérir l'entreprise avec le syndicat. C'est abandonné. Alors évidemment, on va dans la rue. Parce que le jour où les syndicats, la CGT, FO, la CFD appellent à la grève, ah, putain de journée de repos, il y a les militants et puis quelques camarades qui vont à la manif dans la rue pour se faire cogner pour les flics, pour donner du travail aux flics. Puis les autres, soit ils restent au boulot, soit ils rentrent chez eux, ça fait une journée, t'es couvert par le syndicat. Donc on est loin. C'est-à-dire que ce qui était en 1936, à travers la CNT et l'UGT, toutes les forces syndicales en Espagne, mais pas seulement, en France aussi, puisqu'il y a eu quand même des mouvements importants, le Front populaire, il y a eu des trucs quand même. Il y avait l'esprit que le travail, l'outil de travail nous appartenait. Aujourd'hui, pas du tout, parce que les conditions de travail sont tellement pourries. Un mec qui travaille à faire des conneries dans un abattage, dans un élevage, il ne va pas dire je vais gérer ça, putain. Mais parce qu'il fallait aussi notre idée, c'est que la CNT disait non seulement il faut prendre l'entreprise, mais il faut changer les conditions de travail. Pourquoi on travaille là-dedans? Jusque dans les années 70, en France aussi, on se posait la question. On dit pourquoi travailler dans cette entreprise? Est-ce que c'est utile de travailler dans ce boulot-là? On se disait dans le mouvement libertaire, est-ce qu'il y a des métiers utiles? L'activité socialement utile. Non, mais est-ce qu'il y a des métiers aussi inutiles? On ne va pas autogérer des commissariats de police. Je sais pas. Ah, il y a des choses. Si les flics ils veulent s'autogérer, c'est leur problème. Mais... On connaît que les sous-sols, Jean-Charles. Non, mais on connaît que les sous-sols, Jean-Charles. Mais je veux dire, aujourd'hui, le problème, c'est ça. C'est que moi, le premier truc, c'est le fondamental, c'est que oui, il faudrait syndiquer, ouais. Et on syndique de moins en moins. Et en même temps, quand on fait grève, c'est dans le lieu de travail, c'est pour obtenir des revendications, c'est pas ce qu'on est dans la rue. Mais t'as raison, Jean-Charles. je vais essayer de te remonter le moral. Mais je reconnais que c'est difficile. C'est difficile. Mais il y a des différences. Tu parlais avant, en 1936, le Front populaire, les usines occupées. C'est vrai. Comme en 68, c'est vrai. Mais ils ont loupé, hein. Ils ont loupé le coche, les organisations de classe. Ils occupent des entreprises et qu'est-ce qu'ils font? Rien. Ils tapent le carton, ils briquent les machines, ils les entretiennent. Ça dure 1 mois, 2 mois et on rend le truc au patron. Non. Il faut occuper, effectivement, tu as raison, il ne faut pas aller dans la rue. Il faut occuper l'entreprise, mais il faut la prendre. Oui. Il faut la prendre pour nous. Et là, alors, ça embraye sur un autre problème. C'est le rapport de force. C'est pas l'histoire d'occuper une boîte, évidemment, une boîte, on n'ira pas loin. Il faut que ça génère. C'est ce qui s'est passé en Espagne. Ils ont eu l'opportunité d'occuper toutes les entreprises dans toute la zone républicaine, et ils ont dit c'est fini,
on change les règles. On change les règles du jeu. On travaille pour nous. C'est normal. Ça faisait des années et des années, des décennies qui parlaient d'autogestion, d'abolition du salariat et du patronat. On le fait. Moi, ce que je constate, c'est vrai. Jacques l'a rappelé tout à l'heure. Il y a deux fonctions, il y a deux buts au syndicalisme. Il y a l'acquisition, s'occuper du bien-être quotidien du travailleur, mais il y a un truc qu'on entend de moins en moins, c'est que ça sera l'organisme qui demain gérera la société, prendra en main l'économie, prendra en main la production et prendra en main la distribution des richesses produites. Mais alors ça, ou alors je suis devenu dur d'oreille, mais je l'entends plus beaucoup. Je l'entends plus beaucoup nulle part. Il y a une précision quand même à apporter, Jean-Charles, c'est-à-dire que en 1936, avec et puis dans la première internationale, l'Espagne est bakouninienne très vite. La CNT a en capacité de faire les deux. Elle tient la rue, et tient les Ramblas, elle tient Barcelone, et elle tient les usines. Moi, je suis là entièrement d'accord avec ce que tu dis. Moi, il se trouve que je passe pour un frappadingue dans ma tôle, puisque mais je l'assume après tout. Ça fait 30 ans que je suis éducateur dans une association, l'association pour la réalisation d'actions sociales spécialisées. Moi, mon postulat, c'est que tu parlais de l'image du chien, le Perros, le chien. Moi, je considère qu'il faut que je marque mon territoire. Donc, tous les transfos qui est aux portes des usines, aux portes d'atoll, il y a des affiches de ma section syndicale. Je veux dire, ou des affiches qui largement plus syndicalistes, voilà, disons de sensibilité libertaire. Depuis 30 ans. Alors je me lève très bon. Certains vont à la messe, moi je fais des collages sauvages. Je veux dire, j'occupe et je me bats pour qu'il y ait des panneaux syndicaux partout, parce que potentiellement on peut considérer que le local syndical c'est une ZAD, c'est une zone temporairement libérée du salariat. On peut le vivre comme ça et se le représenter comme ça. Commençons par là, c'est modeste, il faut se battre pour qu'il y ait un local syndical quand il n'y en a pas, dans les tôles où il n'y en a pas. Et là, tu vas ramener du matériel, du matos, et puis tu vas venir écorner ce bel unanimisme de ce terrorisme intellectuel qu'on appelle l'apicratie, la psychologie positive, et tu vas venir écorner ça par un tractage, en plein milieu d'une salle de cinéma, en plein milieu avec les forces que tu as, et puis pendant 10-15 ans, tu vas être seul, et puis à un moment donné, tu vas être en capacité de sortir 30 à 40 de tes collègues, parce que pendant 30 ans, tu as fait ça seul, et que tu n'as pas lâché le morceau. Alors, à ce compte-là, on aura tout dans 10 000 ans, comme disait Léo Ferré. Moi, j'aimerais bien que ça aille un peu plus vite. Et puis, je ne suis pas sûr qu'avec les limites physiques de la planète, je ne suis pas sûr qu'on ait 10 000 ans. Voilà, c'est ça. Et puis, bon, j'ai mon camarade Paco qui est ici. Mais on y laisse un peu sa santé. Hein. On ne sort pas indemne. On y laisse beaucoup sa famille aussi. Voilà. C'est pas, mais c'est la voie de la dignité. Et on est content de l'avoir fait. Mais il faut être humble et déterminé. Je crois que l'humilité tremble l'effort, et c'est comment l'exemplarité de nos aînés qui ont mené la révolution sociale, c'était l'humilité et cette détermination de dire que voilà, ils ont osé la liberté, voilà, ils ont osé la dignité, ils ont osé l'égalité. Et ils se réapproprier ces mots simples. Je pense que la question du vocabulaire pour pouvoir occuper l'entreprise, là où tu travailles, c'est-à-dire que moi le travail m'a jamais fait peur, c'est le salariat qui m'effraie. Parce que le réveil qui sonne, c'est la première humiliation de la journée. Parce que c'est insupportable de devoir côtoyer la médiocrité des parvenus, la suffisance des arrogants, la bêtise des chefs et des sous-chefs et tous les chapeaux à plumes qu'on côtoie dans nos métiers. C'est extrêmement corrosif.
C'était extrêmement corrosif. Voilà. Donc et ça peut fissurer les impacts. Je crois que la différence entre les anarchistes et l'exode, ils ne se payent pas de mots, ils sont dans le faire. Et on n'est pas dans le pouvoir sur les personnes, on est dans le pouvoir de faire les choses. On a inventé tous les outils émancipateurs. À chaque fois qu'il y a eu des luttes émancipatrices, on a inventé les soviets, les conseils ouvriers, ça n'existait pas. Et ben la Magnotchina l'a fait. Et on est, il y a une vraie imagination du pouvoir de faire, l'imagination au pouvoir de faire les choses, pas le pouvoir sur les personnes. Voilà. Et il faut oser notre propre vocabulaire. Aujourd'hui, il y a un outil très intégratif, c'est la démarche qualité, aide ton patron, tape-toi dessus. On se retrouve totalement phagocyté dans une idéologie de la démocratie participative, c'est-à-dire qu'on va te consulter, tu seras ultra consulté pour que surtout pas on puisse tenir compte de ton point de vue. Mais tu seras consulté. Voilà, et en pouvant te consulter, ils savent très exactement ce qu'ils ne vont pas faire pour toi. Ça s'appelle des COPIL. Alors les comités de pilotage risques psychosociaux, ça a plein d'acronymes. Et puis aujourd'hui, ce sera c'est pas nous, c'est pas dans le COPIL, c'est pas dans la Glorine. Voilà. Et on se retrouve dans une dictat d'autacratie qui fait que y a plus personne n'est responsable dans une organisation unique, de la pensée unique, de la pensée libérale unique. Il n'y a pas d'espace pour la neurodiversité. Les personnes qui sont frappées d'illettramisme vont sombrer dans l'exclusion sociale. Pour peu qu'on ait des pathologies particulières, ce sera extrêmement compliqué. Et dans la situation, faut soutenir des choses singulièrement différentes, et ça, le fédéralisme libertaire et le fédéralisme syndical et libertaire le permet. Voilà, il faut se redire ça, et on ne le pense pas toujours. On a une représentation du caractère corrompu, corrupteur du syndicalisme, alors qu'il y a plein de camarades, les syndicalistes qui font leur taf, les syndicalistes de classe, ils cherchent les voies de comment faire. Et ce travail-là est ignoré. Donc il faut le mettre en exergue, il faut le faire savoir, il faut le faire connaître. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Il n'y a pas de désaccord sur l'histoire d'occuper les tôles, Charles. Je m'inquiète parce que quand tu regardes aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le mouvement, je ne parle pas d'entité particulière, FO, CGT ou d'autres, c'est que le mouvement syndical, on est en recul très fort. Actuellement, la dynamique, elle est à droite, voire à l'extrême droite dans la société. Au niveau syndical, on est vraiment très loin. On n'a pas du tout de rapport de force à constituer. Actuellement, on est très, 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 très faible. Mais ça, c'est un constat. Ça m'inquiète parce qu'à ce moment-là, essayer de développer quelque chose qui aille dans un sens libertaire, ça paraît peu probable. Alors, donc, je me remets au ras du sol, c'est-à-dire que en tant que libertaire, ou même avec des alternatives, avec d'autres personnes plus proches de nous, etc., il serait important quand même de revenir à des fondamentaux dans les discours, dans les pratiques. Ce n'est pas le cas. Par exemple, quand je dis on appelle à la grève, c'est pour aller dans la rue, moi ça ne m'intéresse pas du tout, c'est dans l'entreprise. Alors évidemment, c'est pas évident, c'est facile de dire ça, mais pas évident dans la réalité. Mais quand tu es dans ton organisation syndicale, moi je suis dans le bâtiment, je suis à la retraite, mais avec des camarades du bâtiment et d'autres avec la CNT, à chaque fois qu'il y a une grève, on va courir, aller dans la rue pour manifester avec d'autres, pour savoir quoi, je sais pas quoi, mais on n'arrive pas à faire un travail dans les entreprises. Et quand on a un travail dans les entreprises, dès qu'il y a un appel à grève, on sort de l'entreprise. Or, le travail est dans l'entreprise. C'est le minimum du travail syndical. Je ne suis pas un fiefé syndicaliste, mais j'ai jamais... Ramon me connaît. Je suis assez critique. Moi aussi. Il faudrait... Il est devenu sur le tard. La base de la base, c'est... Or, on n'entend plus ça. On n'entend plus ce discours
de base, et on a même des camarades qui ne défendent plus du tout. Ils se disent syndicalisme, mais ils ne défendent pas de pratique syndicale. C'est la truc politique, c'est défendre de ceci, défendre de cela, les moutons blancs, les moutons verts, etc. Et du coup, on se disperse dans une foultitude de trucs, là, et qui ne fait pas l'unité, qui ne fait pas l'union, qui ne parle pas de la lutte de classe. C'est un abandon total du terrain social. Mais on se perd pour la couleur des cheveux. Vous voyez? Alors, ça m'inquiète. On a du mal. Alors, moi, je suis pour la mémoire, mais dans le mouvement libertaire, on a une grosse faiblesse depuis des années, c'est qu'on tape tout sur la mémoire. C'est-à-dire que, heureusement qu'on a la mémoire, parce que si on n'avait pas la mémoire, il ne resterait pas grand-chose. Et ça m'embête. Alors moi, ça me plaît la mémoire, parce que j'aime bien l'histoire du mouvement. Mais au bout d'un moment, ça te saoule, parce que on vient dans la réalité comme on est tout seul, quoi. Heureusement qu'on a notre mémoire. Et ça m'emmerde. On n'arrive pas à avancer. On est dispersé, le mouvement libertaire est dispersé, déjà dans ses pratiques organisationnelles spécifiques, dans ses organisations syndicales, on est dispersé, tu vois. Enfin, voilà. Oui, je suis inquiet. C'est pour ça que la mémoire doit servir d'exemple. Mais tout de suite, il faut essayer de voir comment on peut mettre en pratique ce truc-là. Ah oui, j'entends. Je crois que ça, pour le moment, on est un petit peu. Sauf que si tu veux, Jean-Charles, pour te répondre, je suis obligé de convoquer des figures éminemment démocrates comme Talleyrand. Talleyrand disait ceci: quand je me regarde, je m'inquiète, et quand je me compare, je me rassure. Tu comprends, Jean-Charles? C'est-à-dire qu'à un moment donné, non, ce que je veux te dire par là simplement, c'est que dans une avalanche de mauvais coups, le flocon de neige n'a conscience de rien. Il y a une vraie avalanche de mauvais coups, donc je veux dire, je ne suis pas assuré demain de te garantir que je suis en capacité d'occuper ma tôle. C'est pas l'envie qui m'en manque pour autant. Mais pour ça, il faut conserver une conscience sociale, une conscience de classe. Disons que il faut souffler. Voilà, il y a sous la cendre les braises. Tu comprends, Jean-Charles? C'est juste ça. Je reste humble sur cette affaire-là. Voilà. Mais voilà, ton interpellation est ambitieuse. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci. Bonsoir. Puis une prochaine fois. Ouais, la prochaine. Alors, deux choses. La prochaine fois, alors nous, on sera dans la rue, donc dimanche, Justice et Vérité pour Babacar, meurtre raciste et sécuritaire, un jeune schizophrène de 18 ans qui a été assassiné par la PAC.